OK, alors bon après-midi à tout le monde. Salut. Bonjour tout le monde, hein. Salut à tout le monde. Bonjour. Alors, la classe est assez dispersée. Je pense qu'il y en a qui ont déjà commencé la semaine de relâche. Merci d'être là. Ça fait doublement plaisir parce que sinon ça va être un peu plus plate. Mais oui. Donc, ça blague, c'est tout à votre honneur d'être là. Puis le cours va être intéressant, je pense. Donc, puis c'est un cours qui va servir, bien sûr, pour l'examen final, même si c'est encore bien loin l'examen final, mais ça commence aujourd'hui, si on veut. Je vais faire un petit commentaire sur. Donc, tout le monde prend conscience qu'on est rendu à la moitié de la session. Vous avez la moitié des points d'accumulés, vous avez 50 points d'accumulés. Donc, regardez votre résultat jusqu'à maintenant sur 50, puis essayez de reproduire. Si vous êtes satisfait, essayez de reproduire ça pour la deuxième moitié du cours, parce qu'il reste exactement la même chose. On va répéter les mêmes éléments d'évaluation pour la deuxième moitié du cours, à savoir 5 questionnaires électroniques de 2 points chacun à chaque semaine. Il va y avoir un travail à faire avant l'examen final, la suite du TP1, donc le TP2 pour 10 points, puis l'examen final pour 30 points. Donc, si vous êtes satisfait de votre résultat jusqu'à maintenant, peu importe ce que vous faites, gardez la recette, faites la même chose et vous devriez être capable d'extrapoler un petit peu votre résultat pour les sur 100, là, parce que vous devriez aller chercher à peu près le même nombre de points. Puis, à contrario, si vous êtes plus ou moins satisfait de vos 50 premiers points, bien, essayez de changer des choses, essayez de voir ce que vous pourriez faire autrement. Si je peux vous aider de quelque façon que ce soit, n'hésitez pas. Concernant l'examen final, juste vous dire, je l'ai déjà dit, il n'est pas récapitulatif. Donc, les sujets 1 et 2 qu'on a traités et qui ont été testés, toute la conciliation, le calcul du revenu d'entreprise, les composantes de DPA, tout ça, on laisse ça de côté. Puis, il n'y en aura plus dans les prochains éléments d'évaluation. On va se concentrer sur les nouveaux sujets 4, 5, 6 et 7. Ne cherchez pas le sujet 3, il n'existe pas, là. On a fait 1, 2. Le 3, il est mort. Il est mort. Donc là, il va rester 4, 5, 6, 7. On va passer 2 semaines sur le sujet 4, puis 3 semaines sur l'impôt des sociétés. Donc, c'est pas mal ça, vos deux gros sujets à venir. Puis, je dirais peut-être en terminant que je ne devrais peut-être pas dire ça, mais en général, les étudiants ils réussissent bien l'examen final. Peut-être un petit peu mieux que l'examen intra, parce que toute la composante d'impôt de société, là, on passe 3 semaines là-dessus, c'est quand même assez simple, c'est assez répétitif. Pas simple au point de ne pas venir et de ne pas vous en occuper, mais si vous le faites comme il faut, que vous pratiquez ça, puis qu'il va y avoir une grosse question d'impôt des sociétés à l'examen final, la majorité des étudiants ramassent beaucoup, beaucoup de points dans cette question-là parce qu'il n'y a pas de piège possible, puis il n'y a pas de. Je ne veux pas non plus mettre de piège. Quand tu l'as pratiqué, cet impôt-là, tu es capable de la reproduire à l'examen final. Fait que j'ai remarqué qu'il est quand même bien réussi l'examen final, entre autres à cause de ça. Good. Alors, vous, est-ce que vous avez des questions pour moi? Non? OK. Bon, alors, on va s'attaquer au sujet 4. Je vous montre ça dans le volume à l'instant. Si vous avez des questions pour moi qui viennent plus tard, vous me le direz. Genre, qu'est-ce que tu fais pendant la semaine de relâche? Pas drôle. Non, rien, rien. C'est rien. Il faut que je trouve quelque chose à faire. Ça va être plate. Donc, on passe 2 semaines là-dessus. Euh, j'aime ça vous montrer ça ici. Couper la ligne en deux. Ça, c'est vraiment les règles générales. Ça, c'est les particularités, comme c'est indiqué ici. Les situations particulières. On va en avoir quelques-unes aujourd'hui, mais surtout la semaine prochaine. Aujourd'hui, on va voir l'exemption pour résidence principale. On va parler de changement d'usage, transactions sur des options et transactions en devises étrangères. Mais tous les gros morceaux, les autres, ça va être la semaine prochaine. Les règles générales, c'est vraiment ça qui est le plus important. Bon, je vais vous le montrer là, dans les prochaines minutes, mais plus vous allez être à l'aise, puis je m'attends à ce qu'il n'y ait pas vraiment d'erreur dans les règles générales, alors que dans les 11 situations particulières, ben, c'est sûr que des fois, il y a des petites choses plus difficiles. Donc, le fameux rapport d'impôt qui est ici, vous vous rappelez, ça, c'est ma partie bleue, c'est le calcul de mon revenu. D'accord? Et depuis 2 sujets qu'on est toujours ici, là, revenu d'entreprise, revenu de bien. On a passé toute notre première moitié de session là-dessus. Donc, sujet 1, 2, 3, les conciliations, puis même les composantes de DPA, le fameux sujet 2, ni plus ni moins, ça venait influencer ces éléments-là. Donc, c'est fini, on passe à d'autres choses. On passe à la ligne qui s'appelle gain et perte en capital.
Si on zoome cette ligne-là, c'est un petit peu plus détaillé. Regardez. C'est pas aussi simple que gain capital moins perte en capital. Dans le fond, il y a comme 4 éléments là-dedans. 1, 2, 3, 4. OK? Je vais vous les remontrer tout à l'heure. Donc, il y a comme 4 éléments distincts qu'il faut calculer. Euh, ici, vous avez. Voyons, pardon. Ici, vous avez quelques petits points de vocabulaire. Là, je ne m'attarde pas là-dessus. Vous savez que quand on calcule un gain capital, c'est produit de disposition moins prix de base ajusté. C'est des termes bien techniques, mais regarde, produit de disposition, c'est les prix que tu as vendu ton immobilisation. Le prix de base ajusté, ça veut dire son coût d'origine ou son coût d'achat, son prix d'acquisition. Donc, on va vraiment s'entendre sur. On ne faut pas par exemple pour utiliser des mots compliqués. Puis, quand tu vends plus cher que tu as acheté, tu fais un gain capital ou l'inverse, une perte en capital. Puis, le plus important, c'est ici, il faut faire fois 50 parce que dans le rapport d'impôt, tu vas vraiment mettre ton gain capital imposable. Donc, fractionné par 50 c'est la même chose pour les pertes en capital. Vous saviez déjà ça, je pense. Je vous disais tout à l'heure, que si on zoome un petit peu le rapport d'impôt et qu'on va voir les gains capital de plus proche, il y a comme 4 éléments distinctifs. On peut aussi je les ai imagés ici avec des boîtes. C'est des choses qu'on a déjà discutées, d'accord, en fiscalité 1. Boîte numéro 1, boîte numéro 2, boîte numéro 3, puis boîte numéro 4. Puis dépendamment du type d'immobilisation que tu vends, le résultat, le gain ou la perte, tu dois la placer dans la bonne boîte. Quand je parle de type d'immobilisation, vous vous rappelez les couleurs, des choses qu'on avait déjà discutées en fiscalité 1. Il y a 3 types d'immobilisation en fiscalité, puis le traitement n'est pas le même pour les 3. Des immobilisations standards, c'est des immobilisations que tu as acquis pour gagner un revenu, comme un déplacement, par exemple. En mauve, des biens à usage personnel, c'est une immobilisation que tu as acquise uniquement pour des fins personnelles à toi, ton auto, ton linge, tout ça. Donc, ça, c'est des biens qu'on appelle des biens à usage personnel. Puis, il y a un autre sous-ensemble qui sont des objets de collection. On appelle ça des biens meubles déterminés, mais c'est des objets de collection qui ont une certaine valeur là, de par leur rareté. Donc, on a 3 types d'immobilisation possibles, puis on a 2 résultats possibles. Soit on fait un gain, soit on fait une perte. Donc, ça fait 6 cas de figure possibles. Soit tu vends un bien orange à profit, soit tu le vends à perte. Soit tu vends un bien mauve à profit, soit tu le vends à perte. Soit tu vends un bien vert à profit, soit il manque un doigt là, mais soit tu le vends à perte. 6 cas de figure, puis ils sont ici, vos pastilles. Donc, si tu vends un bien orange à profit, le gain, tu le mets dans cette boîte-là ici. Si tu fais une perte, tu la mets dans cette boîte-là. Mauve, si tu fais un gain capital, tu le mets là. Si tu fais une perte en capital, tu le mets à nulle part. Parce qu'une des particularités des BUP, c'est que si tu fais une perte en capital, elle est refusée on ne veut pas ça dans ton rapport d'impôt. Que tu vendes ton ordi à perte, ton ordi personnel, tu mets ça à nulle part dans tes impôts, là, je te l'annonce. Et finalement, les objets de collection, autant les profits que les pertes, on les met dans la boîte qui est ici. Donc, c'est des, rappelez-vous ça, ça délimite un petit peu le terrain de jeu. Là. Ça montre qu'il y a 6 cas de figure possibles. Puis, dépendamment du résultat, vous devez les placer dans les bonnes boîtes pour arriver au bon résultat. C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui dans notre cas. Dernière chose, avant que je vous montrer le problème de la journée. Ça, c'est vraiment la règle générale. Okay? C'est vraiment la formule pour calculer un gain capital. D'accord? Donc, depuis que je vous connais, à l'automne passé, dans le sujet 3, quand pour la première fois, je vous ai expliqué c'était quoi un gain capital, je vous avais dit, ben, c'est pas compliqué. Tu perds ton prix de vente, moins ton prix d'achat. Puis si ça fait un chiffre positif, tu fais fois 50 ça s'appelle un gain capital. Là, regardez, c'est plus complexe que ça. D'accord? À partir de maintenant, il faut toujours calculer un gain capital avec 5 éléments. Donc, dans votre fichier Excel, mettez-vous toujours 5 lignes pour calculer un gain capital. Ça nous prend le produit de disposition, le prix de base rajusté, les dépenses liées à la disposition, moins la provision pour gain capital de l'année courante, plus la provision peut-être prise l'année précédente.
Donc, ils sont là, vos 5 éléments, 1, 2, 3, 4, 5. Ça va vous donner un résultat positif ou négatif. Et bien sûr, il faut faire fois 50% et envoyer ça dans la bonne boîte, dépendamment de la couleur de la pastille que vous avez vendue. Donc, quelques petits commentaires, parce que vous allez en avoir de besoin aujourd'hui. Le prix de base rajusté. Juste pour aller vous montrer ça dans le livre ici. Regardez. Le prix de base rajusté, oui, c'est ton prix d'acquisition, c'est ton coût d'origine. Mais parfois, il y a des éléments qui vont venir augmenter ton PBR. Okay? Donc, vous irez lire un petit peu ces contextes-là. Il y a certains contextes que quand un contribuable vit ces situations-là, le PBR de son bien augmente. Donc, on peut penser que ça ne bouge pas, un PBR, c'est un coût d'origine, puis c'est vrai que souvent, ça ne bouge pas. Le coût d'origine, souvent, c'est ça le PBR. Mais parfois, dans certaines circonstances, il y a des circonstances qui font en sorte que ton PBR va augmenter. Donc, il y a certains ajouts qui sont prévus au PBR. Puis, il y a aussi des contextes où il y a des ajouts. Puis, il me semble qu'on a un contexte de retranchement aussi. Ajout et retranchement parfois. Donc, c'est des choses que vous allez vivre aujourd'hui. Les dépenses liées à la vente. Il faut juste regarder la petite boucle ici, la petite bulle. C'est juste que c'est logique que le gouvernement tienne compte de ça, parce que le but, c'est vraiment de refléter l'enrichissement du contribuable. Si je vous disais, moi, que j'ai vendu un immeuble locatif 1 million, puis je l'avais payé 900 000. Donc, vous allez me dire, ben, Nicolas, tu t'es enrichi de 100 000 d'après moi, donc on va te déclarer un gain capital de 100 000. Oui, mais attends un petit peu, il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. Quand j'ai vendu mon immeuble, il y a un agent immobilier qui a travaillé pour moi. Puis il m'a chargé 60 000 pièces. Pensez-vous vraiment que je me suis enrichi de 100 000 dans cette opération-là? Il m'en reste plus 100 000. J'ai payé mon courtier 60 000. Il m'en reste 40 000. Donc, c'est pour ça qu'il faut les reconnaître. Toutes ces dépenses-là qui sont occasionnées pendant la vente, puis qui en bout de ligne réduisent ton enrichissement, ben, il faut que ce soit reflété aussi dans le calcul du gain capital. Oui. Oui, ça, c'est un des ajustements au PBR que j'ai montré tout à l'heure. Non, c'est plus un terrain que tu achètes comme un placement que tu gardes dans le but de le revendre éventuellement plus cher. Là. Spéculation, voilà, sur un terrain. C'est plus dans cette optique-là. Et la dernière chose que je vais vous dire, on va parler des provisions ici parce qu'on en a aujourd'hui. Je vais vous montrer ça dans le volume rapidement. Qu'est-ce que c'est la provision pour gain capital? Ici. 3.2, d'accord? C'est une règle qui permet de répartir le gain capital sur plusieurs rapports d'impôt. Quand une personne fait une vente, fait une vente et fait un gain capital, la condition, elle est bien simple. Okay? C'est que ici, la répartition du gain capital va être possible si une partie de ton produit de disposition n'a pas été encaissée en totalité à la fin de l'année. Donc, je te disais tout à l'heure, tu vends un immeuble 1 million, OK? Tu as un PBR de 900 000, donc tu as quand même un gros gain capital de 100 000. Mais si c'est prévu que ton produit de disposition, tu ne l'encaisseras pas tout de suite, ça serait bête de la part du gouvernement de déclencher 100 de ta facture d'impôt l'année 1. Si toi, ton bâtiment, mettons que ton acheteur te donne, il doit 1 million, il donne 200 000 par année pendant 5 ans. Donc, toi, pendant 5 ans, tu vas encaisser tes produits de disposition, puis on déclencherait 100 de la facture fiscale, du gain capital, l'année de la disposition. Fait que le gouvernement dit, il ne veut pas ça. Puis, c'est à ça que ça sert, la provision pour le gain capital. Ça va permettre de répartir le gain capital sur un certain nombre d'années, cohérent avec l'encaissement des produits de disposition. Donc, vous allez assurément avoir à mettre ça en application aujourd'hui. OK. Alors, en parlant du cas d'aujourd'hui, vous savez où le trouver. Je vais juste vous montrer ça rapidement. Donc, c'est un gars qui s'appelle Carl Quirion qui vient vous voir, qui vous demande de calculer son revenu. Le revenu, c'est toute la partie bleue au complet. Bien sûr, on va beaucoup plus s'intéresser à ses placements.
Donc, on a ici, qu'est-ce qu'on apprend à son sujet? Il a fait un petit peu de revenus d'emploi, un peu de revenus de dividendes, un peu de revenus d'intérêt. Sinon, on apprend qu'il y avait une voiture Tesla qu'il a vendue cette année. Votre collègue en parlait tout à l'heure, justement, on apprend qu'il a un terrain lui aussi. Il y a un terrain à Saint-Grégoire, un terrain qui ne sert à rien. Vraiment, c'est comme de la spéculation. Pour lui, c'est comme un placement. Il a acheté ce terrain-là à l'époque en espérant le vendre à profit. Comme de fait, il le vend cette année, 445 000. Vous avez un petit peu d'informations là-dessus. On apprend aussi qu'il vend sa maison. Il y a une maison à Laval. Donc, il la vend. Sa conjointe aussi a une maison à Laval. Donc, vous devrez faire les bons choix par rapport à ça. On en reparlera. Ici, on a des transactions boursières. OK, on a 4 transactions à la bourse. OK, je ne vous les lis pas toutes, là, mais 1, 2, 3, 4. Puis la particularité des transactions boursières, c'est qu'il y a des frais de courtage. C'est écrit ici. Donc, pour chacune de ces transactions boursières-là, à chaque fois où il y a un achat à la bourse, ça a coûté 25 de frais de courtage. Et à chaque fois où il y a une vente aussi à la bourse, ça a coûté 25 de frais de courtage. Donc, ça, c'est ce qui est indiqué pour mes 4 transactions boursières qui sont ici. Ensuite, on apprend que M. Quirion avait un immeuble commercial, donc un immeuble là, qui servait pour différentes activités commerciales. Il l'a vendu cette année. Vous voyez un petit peu le détail par rapport à ça. Et finalement, il a vendu un objet de collection. Là. Il y avait des collections d'objets Star Wars qu'il a vendu cette année. Alors, je vous laisse aller. Bon travail. Si vous avez des questions pour moi, je vais séparer le travail en deux là, dans quelques minutes et je vous laisse commencer quand même. Puis, n'hésitez pas s'il y a des questions, là, si je peux vous aider. Bon travail. OK. Donc, on regarde ça ensemble, s'il vous plaît. J'ai des choses intéressantes à vous dire, je crois. OK. Donc, ça, c'est vraiment votre solution finale. Ce n'est pas important, bien sûr, le chiffre final. Je veux juste que vous voyez la structure. On vous demandait de calculer le revenu. La réponse finale, c'est 526 000. Mais ça, c'est comme la partie bleue, là. Rappelez-vous, avec ce qu'on voit comme structure à chaque début de sujet. Donc, dans la partie bleue, il y a le salaire, il y a les revenus d'intérêt qui vous étaient donnés dans l'énoncé, il y a le dividende que j'ai majoré. Je vous rappelle que les dividendes, il faut les majorer. Donc, quand on vous parle ici d'un revenu de dividende de 11 500, je pense, pardon, ici 36 000, puis qu'on vous dit que c'est un dividende déterminé, ça vous donne l'indication qu'il faut appliquer la majoration de 38 %. Donc, c'est ce qui a été fait euh, ici. La récupération d'amortissement, je vais en parler tout à l'heure. Puis c'est ici que je vais attirer votre attention. Je vous disais qu'il faut vraiment faire 4 boîtes distinctes. C'est pas juste de faire des plus puis des moins. Si tu fais juste des plus puis des moins, d'après moi, tu n'arriveras pas à la bonne réponse à la fin. La bonne réponse au niveau du gain, c'est 85 560. Puis ça s'obtient par boîte 1 plus boîte 2, puis boîte 3 moins boîte 4. Puis ça moins ça. Bref. Puis chacune des boîtes est expliquée là, plus bas là, dans les notes ou dans les détails. Donc, mon chiffre 1 il est ici, mon chiffre 2 il est là, mon chiffre 3 puis mon chiffre 4. Ben, je parle des 4 chiffres qui sont en gris. Bon, je vais aller voir maintenant. On continue par regarder le terrain ensemble, la vente du terrain. Il y avait 2 particularités là-dedans. Premièrement, sur le PBR, vous voyez que dans l'énoncé, on nous dit que le terrain, je l'ai acquis 415 000. Pourtant, dans mon calcul de gain, je travaille avec un PBR augmenté à 417 800. Parce que justement, une des règles de modification du PBR, une des circonstances dont je vous parlais tout à l'heure, c'est appliqué dans ce cas-ci. Donc, si je vais vous montrer dans le volume, ici, là, le fameux PBR, là-dedans, page 193, on vous donne quelques contextes qui augmentent un PBR. Ici, c'est le premier, ça tombe bien. Donc, les ajouts au PBR, il y a une règle qui dit que les intérêts sur emprunt et les impôts fonciers payés relativement à un terrain qui n'est pas utilisé pour générer un revenu sont ajoutés au PBR du terrain. Donc, c'est exactement ce que vit
Quirion depuis 5 ans avec son terrain. Donc, Quirion, il a acheté un terrain comme un placement. Ce terrain-là, il ne l'opérera pas, puis il ne générera aucun revenu, ce terrain-là. Donc, premièrement, il y a une règle fiscale qui dit, dans ce temps-là, à Quirion, qu'il ne peut pas déduire les dépenses liées à son terrain. Parce que ce terrain-là, là, il y a des dépenses liées à ça. À chaque année, Quirion doit payer des taxes municipales, des taxes scolaires sur ce terrain-là qui lui sert de placement. Peut-être aussi qu'il a fait un emprunt à la banque pour acheter ce terrain-là, dans quel cas il paye des intérêts à la banque. Normalement, donc ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il affiche des pertes à chaque année avec son terrain vacant. Qu'il dise mon placement, mon terrain rapporte zéro, on le savait, tu ne fais rien avec. Puis voici mes dépenses. À chaque année, zéro revenu, dépenses d'impôts fonciers, intérêts payés, négatif. Un des deux, on ne veut pas ça. Donc la loi dit, si ton terrain ne génère pas de revenus, tu ne peux pas déduire tes dépenses d'impôts fonciers et d'intérêts payés à la banque. Est-ce qu'elles sont perdues pour autant? Pas tout à fait. Tu vas les ajouter au PBR de ton terrain. Donc, on y arrive. Donc, le PBR du terrain, il est gonflé par toutes ces dépenses-là qu'on a refusées en déduction au fil des ans à Quirion. Donc, c'est combien ces montants-là? Ici, on apprend que... Non, c'est pas ici. Oui, c'est ici. Depuis 5 ans, je paye annuellement des impôts fonciers, donc taxes municipales, taxes scolaires de 560 par rapport au terrain. Ces dépenses sont non déductibles dans ma déclaration de revenus. Je vous ai dit pourquoi. Mais n'oubliez pas, non déductible, oui, d'accord, mais n'oubliez pas de les rajouter au PBR du terrain. C'est ce qu'on fait. Donc ici, mon PBR va être augmenté à 417 800. Est-ce que tout le monde voit que c'est bon pour le contribuable d'avoir un PBR augmenté? Plus ton PBR est haut, moins tu fais de gains, moins tu payes d'impôts. Un PBR augmenté, c'est une bonne nouvelle. Ça va réduire ton gain capital en finalité. Donc, ça, c'est la première particularité. Donc, on arrive à notre gain de 27 200. La deuxième particularité, c'est la provision pour gain capital. Je vous disais, aussitôt qu'une partie du produit de disposition n'est pas totalement reçue à la fin de l'année, tu as le droit à de l'aide, à savoir d'enlever une partie de ton gain capital dans ton rapport d'impôt pour le répartir et le mettre dans un autre rapport d'impôt, un petit peu plus loin, un peu plus tard. Donc, c'est ça, la fameuse provision pour gain capital. Donc, on l'a ici. Provision pour gain capital. La condition, à la fin de l'année, tu n'as pas encaissé la totalité de ton produit de disposition. Est-ce que c'est le cas pour Quirion? Son 445, est-ce qu'il l'a encaissé au complet? C'était pas ici, ouais, 445? Non, hein? Il a encaissé juste 145, il en reste 300 à recevoir. Bingo, tu peux prendre la provision pour gain capital et enlever une partie de ton gain. Dans le fond, il faut faire cette formule-là ici. C'est ça que, donc, c'est ça que j'ai donc, le calcul de la provision, c'est le moindre de deux chiffres, 1 puis 2. OK? Donc, c'est ça que j'ai fait dans mon fichier Excel. Donc, le moindre de deux chiffres. 4 cinquièmes de mon gain capital, donc de 27 200 ici, 4 cinquièmes, ou la formule suivante. Gain capital de 27 200 fois un ratio. Au dénominateur, ton prix de vente total. Au numérateur, combien il te reste encore à recevoir? Donc, sur 445, il m'en reste encore 300 à recevoir. Donc, tu peux sortir le même ratio de ton gain au niveau de ton gain capital. Ce ratio-là, sur ton gain, ça donne 18 337. Donc, au lieu de t'imposer sur 27 200, on va en enlever beaucoup et tu vas t'imposer juste sur 8 863 à 50 bien sûr. Oui. C'est ça. Je vais te le montrer. C'est une très bonne question. Je vais aller te le montrer dans le livre parce que ça prend tout son sens quand on voit plusieurs rapports d'impôts consécutifs. Là, on a fait juste le rapport de cette année pour David Quirion. Mais pour le calcul, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions ou qui ne voient pas comment marche le calcul? Donc, je vais aller répondre à ton excellente question, mais je vais prendre un autre exemple, celui du volume, je vais y aller quand même assez rapidement, juste que vous constatiez les résultats. D'accord? Regardez dans le volume, là, on a quelqu'un qui fait une vente puis qui est payé sur 10 ans. Son produit de disposition, là, ça va y prendre 10 ans à l'encaisser. Vous voyez un petit peu le rythme ici. Donc, ici, vous regardez, vous avez 5 rapports d'impôts côte à côte. OK? Année 1, année 2, année 3.
Quirion, c'est exactement ça qu'on vient de faire, là. Nous, Quirion, on a fait une année ici. Si on avait continué pour Quirion, ça donnerait à peu près le même résultat aussi. Lui, ici, avec ses chiffres, il arrive à un gain capital de 50 000. Si ce n'était de l'aide apportée par le gouvernement avec la provision pour gain capital, on lui demanderait de s'imposer tout de suite sur le 50 000 au complet. Ça n'a aucun sens. Vous avez vu à la lenteur qu'il encaisse ses produits de disposition. Donc, on va faire les calculs qu'on a dit tout à l'heure, le moindre de deux choses. C'est le moindre de ça ou de ça. Mais bref, ici, il va en sortir 40 puis s'imposer sur 10. L'année d'après, il va s'imposer sur 11. L'année d'après, j'ai fait tous les calculs, là, il va s'imposer sur 8. La quatrième année, il va s'imposer sur 10. Puis la cinquième année, il va s'imposer sur 10. Cette provision-là, tu peux la prendre 5 ans maximum. Parce que la cinquième année, ici, ton calcul, c'est sûr qu'il va donner 0. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? J'avais un gain capital au total ici de 50 000 et on a imposé un total de 50 000. Rien ne se perd, rien ne se crée. Il n'y a pas une scène de gain capital qui a disparu. On l'a juste réparti, on l'a comme morcelé en 5 petits morceaux, puis on a imposé les 5 petits morceaux dans les 5 rapports d'impôt qui suivent la vente pour aider le contribuable, puis pour être cohérent avec le fait qu'il n'encaisse pas son prix de vente, son produit de position tout de suite. C'est juste ça. C'est plus clair? Oui, je t'écoute. Ben, moi, je ne vois pas ça comme une stratégie parce que je ne pense pas que quelqu'un dirait à un acheteur ne me paye pas tout de suite, je voudrais repousser mes impôts. Tu sais, c'est comme, moi, je le vois plus comme un mal nécessaire. Dans la vie, tout le monde souhaiterait encaisser son produit de disposition le plus vite possible. Dans la vie, on veut ça. Puis si c'est le cas, on s'impose au complet sur notre gain capital parce qu'il n'y a pas lieu de répartir. Mais si malheureusement notre acheteur nous paye tranquillement, ben, c'est une mauvaise nouvelle du point de vue commercial, mais au moins on sait que le fisc est logique puis il va nous imposer de façon cohérente avec notre réalité. Moi, je le vois plus comme ça. Ah, ça s'applique dans plein de cas, là. Des situations où l'acheteur te dit je vais te payer sur 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est très fréquent, là. Ça peut être une vente de terrain, une vente d'actions, une vente d'immeubles, c'est n'importe quoi. Dès que c'est réparti sur un certain nombre d'années, le produit de disposition, on a droit à cette règle-là que je trouve logique. J'essaie de vous expliquer la logique derrière ça. C'est good? Notre deuxième bien sur lequel on va s'intéresser, je vais terminer par l'immeuble locatif, c'est voulu, là. La vente de la Tesla. Donc, ça, c'est un bien mauve. Je n'ai pas mis la petite pastille, là, mais c'est un bien à usage personnel. Puis ici, il y a un gain capital de 500 $. C'est imposable, je vous rappelle. Je vais juste vous montrer dans le livre. Les petites pastilles. Donc, quand tu vends un bien orange à profit, tu t'imposes dessus. Si ça avait été une perte, là, on ne l'aurait pas déduit. Donc, si la vente de la Tesla avait été à perte, la perte en capital, on ne l'aurait assurément pas mis dans le rapport d'impôt. Oui, je vous écoute. Ouais, je comprends. Quelqu'un d'autre me dit ça ce matin, c'est pas fou, qu'est-ce que tu dis comme raisonnement. Je disais c'était rare. Les BMD, c'est vraiment des objets de collection, là. C'est des gens qui ont des collections précieuses. Dans l'énoncé, j'ai juste dit qu'elle était rare pour justifier le fait qu'il réussit à la vendre plus cher qu'il l'a acheté. C'est dur de faire une situation où tu achètes une voiture, puis qu'un an après, tu as vendu 1000 $ plus cher, tu l'as acheté. Dans la vraie vie, c'est rare, ça. Fait que j'ai comme fait à croire que la couleur était rare, puis c'est pour ça qu'elle était un peu recherchée. C'est juste pour ça que j'ai mis les mots rares. Mais ça reste, c'est pas un objet de collection en soi, là. Mais merci de la précision. Oui. Oui. Oh, oui, si c'est vraiment une collection d'autos que tu as, ça deviendrait un bien vert, un bien même déterminé. Bon. Oui. Si tu vois le mot collection, une collection de monnaie, collection de cartes de hockey, collection d'objets Star Wars. Je veux pas te mêler à l'examen. C'est sûr, je vais essayer que ce soit le plus clair possible. Mais
Je comprends aussi que ça peut être mêlant pour toi. Fait que ta question est légitime. Je cherche le mot collection. Comme collection d'objets Star Wars. On a pas notre sujet suivant. Hein, le mot collection. Donc là, des objets Star Wars, tout ça, on sait que ça peut prendre de la valeur. Fait que ça, c'est vraiment un bien vert. Il va falloir le traiter en conséquence. Euh, Parce qu'on l'a un petit peu. Ouais, on l'a ici. Donc, l'objet de collection, ma collection, je l'ai réussi à la vendre 1300. Je l'avais payé, je pense, 450. C'est ça le vrai chiffre? Oui, 450. Mais vous voyez que je mets 1000 $. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça en fiscalité 1. Pour les biens verts et les biens mauves, il y a une règle qu'on appelle la règle du 1000 $ minimum. C'est une valeur plancher pour pour le coût d'achat et pour le prix de vente. Donc, la règle plancher dit pour les biens des couleurs dont je viens de vous parler, là, pour les biens verts et les biens mauves, si ton prix d'achat réel est en bas de 1000, fais semblant que c'est 1000. Même chose pour ton prix de vente. Si ton prix de vente réel il est en bas de 1000, fais semblant que c'est 1000. Donc ici, j'ai appliqué cette règle plancher-là pour mon coût. Ça réduit un petit peu mon gain capital. Ça, c'est une règle pour éviter d'avoir des petits calculs de gain capital insignifiants dans les rapports d'impôt, non matériels, si on veut. Le gouvernement, en mettant ça à 1000, s'assure qu'on n'alourdisse pas un rapport d'impôt avec tout plein de transactions de peu de valeur. Comme ça. Fait qu'encore là, moi, je trouve ça logique. Dernière règle au niveau de l'immeuble et surtout le changement d'usage qu'il a subi euh, en 2020. Je vais aller vous montrer. Donc, je vais vous parler de ça, le changement d'usage dans le volume. C'est une des particularités qu'on avait à traiter cette semaine. 4.3, si je ne me trompe pas. 4.2. Arrêtez, s'il y a des questions, ça va? Oui? Vert et mauve. Vert et mauve. OK. Changement d'usage. Avant de vous parler de changement d'usage, okay, avant même de vous parler de ça, je veux vous rappeler les règles générales qui s'appliquent sur les biens orange et sur les biens mauves. En fiscalité, les règles du jeu ne sont pas du tout les mêmes quand tu détiens une immobilisation commerciale versus quand tu détiens un BUP, un bien personnel. Si tu détiens un bien orange, premièrement, tu peux l'amortir. Tu peux prendre la DPA dessus puis réduire ton revenu à chaque année. Quand tu vas le vendre, si tu fais une perte en capital, ta perte en capital est accordée. Ça, c'est comme ça qu'on traite les biens orange. Quand on a un bien personnel, c'est tout le contraire. Premièrement, il n'y a aucune DPA possible. Sur ta voiture personnelle, essaie pas de prendre une DPA et de baisser ton revenu dans ton rapport d'impôt que tu vas faire dans les prochaines semaines. Quand tu as un BUP qui sert juste à des fins personnelles, évidemment, tu ne l'amortis pas. Puis quand tu vas le vendre à perte, tu ne pourras pas non plus mettre la perte en capital dans ton rapport d'impôt. Fait que ce n'est pas du tout les mêmes règles du jeu, là. Tant que le bien demeure un bien orange, ça va. Tant que le bien demeure un bien mauve, ça va. Mais imaginez la situation où ça change. C'est exactement ce qui est arrivé à Quirion. De mémoire, en 2015, ça les dates, il a acheté le bien? Ouais. Donc, en 2015, il achète un bien mauve. Donc, depuis 2015, dans son rapport d'impôt, il applique ces règles-là avec son bien mauve. Et en 2020, il décide de changer l'usage de ce bien-là. Il décide que ça va devenir, c'est la fin de la vie pour lui, là. C'est la fin de vie de son bien mauve et c'est la naissance d'un nouveau bien, un bien orange. Depuis 2020, maintenant, il a un bien commercial entre les mains avec des règles du jeu bien différentes. Et ça, en fiscalité, ça occasionne des conséquences d'impôt, des conséquences dans le rapport d'impôt 2020. Plus précisément, en 2020, il y a eu une vente fictive qui a eu lieu. Au fin de l'impôt, on fait semblant
que David, c'est pas David Quirion, que Carl a vendu son bien personnel à la juste valeur marchande. Il l'a vendu à lui, son bien personnel à la juste valeur marchande. Et la seconde d'après, il a acheté un nouveau bien Orange à la juste valeur marchande. Donc, si je vous dessine ça, là, ça, c'est le rapport d'impôt 2020. Donc, il y a eu un produit de disposition à la juste valeur marchande. C'était quoi la juste valeur marchande en 2020? Bien, on dit que l'évaluation municipale de l'immeuble était à 1 million, mais que quand on vendait sur le marché, on vendait 15 plus cher. Donc, la vraie valeur marchande, êtes-vous d'accord avec moi que c'est 1,15 million? 1 million plus le 15. Donc, ici, il y a eu une vente pour 1,15 million de son bien, personnel ici, là, mauve. Là, il y a eu des conséquences fiscales reliées à ça. Donc, ça, c'est la première conséquence. La deuxième, il a fait semblant de s'acheter un nouveau bien orange pour le même prix, 1,15 million. C'est pour cette raison-là que depuis 2020, le PBR qui est collé sur cet immeuble commercial-là, orange, c'est 1,15 million. Ça vient de l'opération qui s'est passée en 2020, la fameuse règle de changement d'usage. Donc, on l'a ici, la règle de changement d'usage. Là. Donc, au moment du changement d'usage, tu fais semblant de vendre ton bien à la juste valeur marchande et tout de suite après, tu fais semblant d'acheter un nouveau bien à la juste valeur marchande. C'est exactement ce qu'on vient de faire et c'est ce qui explique le nouveau PBR de 1,15 million. Juste terminé. Donc, je vais aller vous montrer ça dans Excel. Donc, cette année, mon immeuble commercial, je le vends 1,25, 1 250 000. Puis quand je me dis, c'est quoi mon PBR? Attention, là, mon PBR, c'est pas 950 000. Ça, c'était le PBR en 2015, mais en 2020, ça a changé. Puis c'est devenu 1,15 million pour la raison que j'expliquais tout à l'heure. Donc, on va vraiment garder trace de ça et on va utiliser ce PBR-là d'1,15 qui a pris naissance en 2020 lors du changement d'usage. Le pourquoi un gain de capital de 50 000 $. Puis, dernière chose, je vais répondre aux questions ensuite, il y a aussi une récupération d'amortissement. On a un bien amortissable, un bien orange, quand c'est vendu, il faut déclencher nos conséquences dans notre contenté. Donc, on a la FNAC, on retranche le moins du coût ou du produit de disposition. Ici, c'est 1,15 million. Notre FNAC tombe négative. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on fait quand on a une FNAC négative? Récupération d'amortissement. Donc, dans le rapport d'impôt, ici, on va aussi avoir une imposition de 160 000 qui est la récupération d'amortissement. Tu avais une question. L'évaluation municipale ne doit pas vraiment compter pour faire un rapport d'évaluation. Exactement. Le fisc veut être sûr que cette règle-là, tu la mets en application vraiment avec la vraie valeur marchande. Donc, il faut que tu fasses un effort raisonnable pour trouver ta valeur marchande. Tu ne peux pas juste dire, je vais prendre mon évaluation municipale, ça risque d'être contesté par le gouvernement. Tu as raison. Ben, c'est sûr. Dans la vraie vie, une bâtisse, un immeuble, c'est toujours vendu plus cher que l'évaluation municipale. Tu as raison. Non, il y a une récupération d'amortissement. Puisque. Non, c'est un ou l'autre. Sur les biens amortissables, je vous rappelle que pour un contenté donné, il y a 3 finalités possibles. Soit c'est une DPA annuelle, soit c'est une perte finale, ou soit c'est une récupération d'amortissement. Là, notre finalité, c'est récupération d'amortissement. Des bonnes questions. Autre chose? Je pense que j'ai tout dit. 10 minutes. Ça, on en a parlé. Ça, on vient d'en parler. Voiture. C'est beau. Je laisse aller. Merci de votre attention. On prend une quinzaine de minutes de pause. On est un peu à l'avance, mais pas grave, là. Revenez vers les 25, puis on va faire le reste du problème. Il va nous rester les résidences à Laval, puis toutes les transactions à la bourse. À tantôt. Vers 1h25, s'il vous plaît.
OK, on va regarder la solution finale ensemble, groupe. J'ai fait apparaître le fichier solution finale dans le portail de cours, menu document. Libre à vous de le consulter maintenant si vous souhaitez regarder ça en même temps que moi. OK, donc on va commencer par regarder le traitement de la résidence à Laval. OK, alors, comme je vous disais, là, tantôt, quand on a, je répète ce que je disais tout à l'heure, là, si on a toujours une seule résidence à la fois, les membres de la famille, c'est sûr qu'à chaque fois qu'on va vendre notre résidence, ce fameux calcul-là ici va toujours donner 100%. On va toujours être capable de désigner 100% de notre gain capital puis de payer aucun impôt là-dessus. C'est de par la façon que la formule est faite, on n'aura pas à se demander lesquelles des résidences on veut prioriser. Donc, ça, c'est important de le retenir. Puis, où les problèmes commencent, où les situations se compliquent pour les gens qui ont deux résidences ou plus. Puis, vous me direz, ben, ils ne font pas pitié. Là. Quand dans la vie, tu as deux résidences, c'est peut-être pas si grave que ça que tu dois payer un petit peu d'impôt sur une des deux résidences. Effectivement, c'est ce qui est arrivé pour le couple Quirion et sa conjointe. Euh, donc, je vous rappelle que ben, c'est ça. Lui, il doit payer 35 625. Donc, comme je vous disais, la première étape, OK, si on veut optimiser la situation, c'est de calculer le fameux indice gain en capital par année de propriété. On va le faire pour le couple Quirion. Ça, c'est comme l'étape 0. Là. On n'est même pas à l'étape 1 encore. Ça apparaît à nulle part dans le rapport d'impôt. Si tu fais ça sur une note dans ton dossier chez vous pour te dire, te guider, toi, dans ton choix pour faire le meilleur choix possible par rapport à ce couple-là. Donc, c'est la première étape que je fais. OK? Donc, je calcule l'indice gain capital par année de détention. Donc, la première résidence, celle qui appartient à Luc, pas Luc, Quirion. Lui, il fait c'est un gain capital de 190 000. Il a acheté sa maison en 2009. On est en 2024, donc ça fait 16 ans qu'il a sa maison. Donc, son ratio, lui, son indice donne 11 875. Euh, Elle, sa femme, elle n'a pas encore vendu sa maison, mais on va quand même simuler si elle vendait bientôt la maison, ça serait quoi son gain capital par année de propriété? Donc, on a toutes les données qu'il faut pour le calculer, je vous rappelle. Ici, je vois que lui, M. Quirion, lui, il vend sa maison 750 000 alors que l'évaluation municipale est de 600 000 à Laval. Donc, j'interprète qu'à Laval, on réussit à vendre nos maisons plus cher que l'évaluation municipale. C'est le constat que je fais. Ça ne me surprend pas. Combien plus cher? 25. Ça, fait le ratio, c'est 25. Donc, si c'est vrai pour Quirion, c'est vrai pour sa femme aussi. Si sa femme a une maison à Laval, moi, je pense que ce serait plus réaliste de penser qu'elle va vendre sa maison, pas 415 000. 415 000 fois 1,25 parce qu'elle aussi va être capable de vendre, devrait être capable de vendre sa maison 25 au-dessus de l'évaluation municipale. Je trouve que c'est l'hypothèse la plus réaliste, à mon avis, à moi. Donc, c'est ça que j'ai fait, moi, comme hypothèse. Donc, je fais semblant qu'elle vend 415 fois 1,25 moins le prix qu'elle avait payé. Pour elle, c'est 218 000 de gain. Elle a acheté la maison en 2017. On est en 2024, donc ça fait 8 ans qu'elle est propriétaire de la maison. Là, j'attire votre attention. Faites attention quand vous comptez le nombre d'années. C'est mélangeant. À l'œil, entre 2017 et 2024, à l'œil, vite, vite, on pourrait penser que c'est 7 ans. Parce que 2024 moins 2017, ça donne 7. Mais ce n'est pas 7 ans, c'est 8 ans. Parce qu'on tient compte et de l'année, si vous ne me croyez pas, on tient compte et de l'année 2017 et de l'année 2024. Si vous ne me croyez pas, comptez sur vos doigts. 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ça fait 8 ans. Donc, dans le fond, il faut comme tout le temps rajouter une année dans notre soustraction pour arriver à la bonne réponse. OK, je ferme la parenthèse. 218 divisé par 8, ça donne 27 000.
Je suis encore à l'étape 0. Je n'ai rien inscrit dans le rapport d'impôt. Je suis à l'étape 0. Mais ce que je constate, c'est que l'indice ici est de 27 000 alors qu'ici, il est de 11 000. C'est marquant la différence. En d'autres mots, une année de désignation placée ici te fait sauver 27 000 de gains, alors que si tu la places ici, ça te fait sauver 11 000 de gains. Aimes-tu mieux sauver 27 ou 11 comme couple? Fait que on va prioriser, d'accord? On va essayer de donner toutes les années de désignation qu'il faut pour exempter au complet cette résidence-là. C'est ce qui est le plus payant de faire. Donc, premièrement, cette formule-là, je vais l'appliquer pour la femme, même si elle n'a pas encore vendu. Je vais vous montrer cette exemption-là pour la femme, ça va ressembler à quoi? D'accord? Donc, elle, son gain capital, c'est 218 750. 218 750 fois un ratio au dénominateur, le nombre d'années où elle était propriétaire de la maison, c'est 8 de mémoire. Vous qu'on aille voir, c'est 8 de mémoire. Parfait, 8. Au numérateur, il y a une année gratuite. Tout le monde a une année gratuite au numérateur. 1 plus, ça c'est un crochet que j'ai fait, là, je peux l'enlever. 1 plus le nombre d'années où tu vas désigner cette résidence-là comme étant la résidence principale. J'ai fait un carré en voulant dire on va mettre un chiffre. Et moi, je te dirais, arrange-toi pour arriver à 7. Arrange-toi pour réserver 7 années de désignation pour la conjointe, qui, avec le plus 1 gratuit, va donner un numérateur de 8, qui, 8 sur 8, va donner une pleine exemption à la conjointe. C'est ça le scénario le plus payant. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai réservé 7 années pour tantôt, pour réserver ces années-là pour plus tard, pour être capable d'exempter la vente de la résidence de la conjointe. J'ai réservé les années 2018 à 2024. Ça, c'est 7 ans. Donc, ces années-là, aujourd'hui, je ne les prendrai pas pour M. Quirion, je vais les garder pour sa conjointe. Donc, si on complète le calcul de M. Quirion, parce que lui, il a vendu sa maison pour vrai, un gain capital de 190 000 moins une exemption. C'est la même formule que dans le volume tout à l'heure. 190 000 fois un ratio pour monsieur, là. Au dénominateur, le nombre d'années où il a été propriétaire de la maison, 16 ans. Au numérateur, une année gratuite, plus le nombre d'années où M. Quirion peut désigner cette maison-là comme étant la résidence principale. Bien, pour l'année 2009, il peut la désigner comme résidence principale. Il y avait juste cette maison-là. 2010 aussi. 2011 aussi. Il peut se rendre jusqu'à 2017. Donc, en 2017 aussi, il va désigner sa maison comme étant la résidence principale. Est-ce qu'il peut prendre 2018? Non, il faut arrêter à 2017. Je vous rappelle qu'on ne veut pas toucher à 2018, à 2024. On réserve ces 7 années-là, je l'ai dit tout à l'heure, pour la vente de la conjointe. Donc, pour M. Quirion, ça fait un numérateur de 10. 10 sur 16. Donc, ce n'est pas 100 d'exemption, c'est 10 sur 16. Donc, seulement 118 000 d'exemption, d'où un gain de 71 fois 50 un gain final de 35 625 pour M. Quirion. C'est le meilleur scénario. Si M. Quirion vient me chialer, puis il me dit, t'es sûr, tu as fait les bons choix, tu as mis les bonnes années à bonne... Comme tu veux. On peut faire d'autres scénarios si tu veux, mais je t'annonce que ce chiffre-là va être plus gros. Change n'importe quoi dans ma stratégie, ce chiffre-là va augmenter. Donc, veux-tu réduire ton gain capital? Je parle au couple, là, les deux ensemble. Voulez-vous réduire votre gain capital, le couple, oui ou non? Si vous me dites oui, c'est ça le plus bas qu'on peut arriver. Change n'importe quelle variable dans mon analyse, tu vas faire grimper ce chiffre-là. C'est sûr. Donc, c'est la façon d'optimiser cette situation. OK, on va aller voir les placements maintenant. Je vais aller voir les autres là-bas. Je vais commencer par le bas ici. Donc, maintenant, on a différents placements ici.
Donc, premièrement, les actions de TPA comme. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces actions-là? J'ai 500 actions que j'ai vendues. C'est que je les avais achetées par le biais d'options d'achat d'actions. Donc, je ne suis pas un expert en finance puis en produits financiers, mais je le sais que ça existe. On peut, hein, quand on est un investisseur, acheter des options d'achat d'actions qui me permettent d'acheter des actions de TPA.com. Dit autrement, là, si tu es un investisseur, toi, puis que tu veux acheter des actions de TPA.com, comme M. Quirion, tu as deux voies possibles pour le faire. Soit tu achètes directement l'action à la bourse, ou soit tu achètes une option d'achat d'actions sur TPA.com. Et l'option d'achat d'actions, c'est juste un petit bout de papier, un privilège qui te permet, si tu veux, d'acheter plus tard des actions de TPA à un prix déterminé d'avance, 48 dans mon cas. Donc, cette option-là, elle coûte quelque chose, elle coûte 5 Donc, c'est ça mes deux choix. Soit j'achète des actions directement à la bourse, puis je ne me casse pas la tête, ou j'achète des options d'achat d'actions pour 5 qui, après, me permettent d'acheter des actions de TPA.com à 48 Les deux voies sont possibles. Comme je vous dis, je ne suis pas un expert en finance, mais je le sais un petit peu, moi, qui aime acheter des options d'achat d'actions. C'est les spéculateurs. Parce que c'est très, très, très volatile, une option d'achat d'actions. Si tu achètes une action directement à 53 admettons, puis que l'action en une journée prend 1 de valeur, tu te félicites-tu un petit peu? Tu as fait une pièce sur 53. C'est méchant bon rendement pour une journée, là. Imagine si tu as acheté le bout de papier à 5 Si l'action monte d'une pièce, ton bout de papier monte d'une pièce. Tu viens de faire une pièce sur 5 en une journée. Méchant effet de levier. La même plus-value que l'action prend, l'option la prend aussi. Mais son coût est tellement bas que ça peut te faire des rendements faramineux très rapidement. Mais à l'inverse aussi, si l'action perd 2 piastres, 2 piastres sur 53 en une journée, c'est une mauvaise journée, c'est tout. 2 piastres sur 5, tu viens de perdre la moitié de ton investissement. Fait que ça va dans les deux sens. Il y en a qui aiment ça, transiger, passer par des options. C'est ce que Quirion a fait. Donc, lui, il a acheté des petits bouts de papier à 5 piastres, puis après, les actions. Dernière chose que je vais vous dire par rapport à ça. Dans le fond, là, en bout de ligne, Quirion, il les a payés combien, ces actions de TPA, à la fin de la journée? Là? Il a fait deux décaissements. Ouais, hein? Il a fait un premier décaissement de 5 pour avoir des bouts de papier. Puis qu'est-ce qu'il a fait après? Un autre décaissement de 48 pour avoir des actions. Il est juste passé par un chemin plus long. Il a fait deux décaissements qu'on va additionner, puis ça va devenir ça, le PBR des actions. C'est la somme de ce que tu as payé pour le bout de papier, plus le 48 que tu as payé après. Donc, c'est le PIB. Donc, quand on achète des actions par le biais d'options d'achat d'actions, il faut juste additionner les deux déboursés. J'ai payé des bouts de papier 5 piastres. Après, j'ai ressorti un autre 48 piastres pour m'acheter des actions, plus mon petit frais de courtage. C'est pourquoi je travaille avec un PBR de 26 525. Ça a mal été, malheureusement. Vous voyez que je les ai vendus très peu cher, donc quand même une perte en capital importante. Ça va pour ça? C'est un des sujets de cette semaine, ça. Je vais vous le montrer dans le volume. Là. Les transactions sur option, vous irez lire ça là, parce que ici, 4.3. Donc, on en parle, c'est vraiment un des sujets de la semaine. Autre particularité, la vente de triangles. Qu'est-ce qu'il y a de particulier par rapport à ça? J'ai vendu 800 actions de triangle, OK? Mais moi, dans ma possession, dans mon portefeuille, j'en ai 1000. Puis les 1000, ils ont été achetés à trois moments différents, à trois prix différents. Une première fois, j'ai acheté un bloc de 250 actions en 2018 à un certain prix, un autre bloc à un autre prix, puis un autre bloc à un autre prix. Donc, j'ai plein, plein d'actions de triangle qui ont tous des prix différents, en gros. Puis cette année, j'en vends 800. La question, lesquels as-tu vendu? Dans ton portefeuille de 1000, là, c'est lesquels 800 que tu vas sortir? Pensez-vous que le gouvernement dit, je peux vous donner des choix de réponse, est-ce que la réponse, c'est toi qui choisis? Le contribuable décide, ben moi, je pense que c'est là,
celle-là, puis 50 de celle-là? Non, c'est pas ça la réponse. Est-ce que le gouvernement a dit les plus vieilles en premier, comme dans le frigo? Ça aurait pu être ça. Non, pas ça qu'a dit le gouvernement. Le gouvernement, il a dit quoi? Tu fais une moyenne. Il faut que tu calcules ton PBR moyen. C'est ce qu'on appelle des biens identiques. On a ça ici. PBR, particularité pour les biens identiques. 3, 1, 2. Je n'irai pas vous le montrer, mais c'est exactement ça qu'on fait. Il faut calculer un PBR moyen pour toutes mes actions. Donc, je commence. Donc, je vais additionner tous mes achats. Un achat à 6 000 plus le frais de courtage. Un deuxième achat à 5 150 plus le frais de courtage. Un troisième achat à 9 300 plus le frais de courtage. Tout ça pour 1000 actions. Donc, j'ai un PBA moyen de 20 et 53. C'est une grosse moyenne. En réalité, il n'y a aucune action que j'ai payée 20,53. Aucune. J'ai soit payé plus cher ou moins cher. Mais en moyenne, on va faire semblant que les 1000 actions ont coûté le même 20 et 83. Et c'est ça que je vais utiliser pour mes 800 actions vendues. C'est ce qui fait le PBR de 16 400. Donc, ça, c'est la règle des biens identiques qu'on retrouve dans votre sujet 4. Oui, je t'écoute. Pardon? Oui, oui, quand on va vendre les 200 actions restantes, on va toujours travailler avec le même PBR moyen. Effectivement. C'est une bonne question. Good. Transactions ici maintenant. Calder Corp, c'est des transactions sur des obligations. Juste, ça aussi, on l'a dans le livre, là, les obligations. Ah, si, je pense. 3, 1, 1. Mais on n'ira pas le voir dans le livre, on va s'en parler, là. Donc, j'ai vendu des obligations d'Hydro-Québec, non, Calder Corp, pardon, 60 chacune, c'est la valeur nominale. J'avais acheté les actions 57 et 50. Donc, ici, je vais faire un gain capital parce que j'ai acheté des obligations 57 pièces puis je les ai vendues 60. Donc, quand même un beau profit de 1225. J'ai juste attiré votre attention un petit peu sur comment ça fonctionne, ça, les obligations. Parce que, on en parle ici, là. Normalement, les gens ne s'attendent pas à ce qu'on fasse du gain capital quand on achète une obligation. Quand on achète une action, on s'attend à ça parce que l'action va prendre ou perdre de la valeur. Mais quand quelqu'un achète une obligation, on s'attend à ce que le montant qu'on a donné en obligation nous soit retourné, puis qu'entre-temps, on fasse un certain revenu sous forme d'intérêt. C'est ce que c'est, effectivement. Donc, la plupart du temps, c'est ce qui va arriver. D'accord? Une obligation, là, ça a une valeur nominale. La valeur nominale, c'est le montant d'argent que l'émetteur te demande. Admettons que disons que je vous parle d'une obligation d'Hydro-Québec. Valeur nominale, 60 puis le taux d'intérêt, c'est quoi les taux d'intérêt ces temps-ci sur les obligations? Honnêtement, disons 4 fin de discussion. Donc, normalement, quelqu'un qui achèterait une obligation d'Hydro-Québec, il donnerait 60 à Hydro-Québec. Il y aurait cette obligation-là pendant 1 an ou 2. Il ferait 4 d'intérêt par année. Puis à l'échéance, il redonnerait l'obligation, puis il recevrait son 60 Tout le monde est d'accord avec ça? C'est comme ça que ça fonctionne, une obligation. Qu'est-ce qui explique que moi, dans mon exemple, ou le Kirion, ces actions, il les a achetées à 57 piastres. Il les a achetées à escompte. Qu'est-ce qui fait? Comment ça? Qu'est-ce qui fait qu'une une obligation est achetée à escompte? Ben, regardez ici. Je vais vous dessiner une autre obligation. OK? Une obligation d'Hydro-Québec, mais qui a été émise il y a très, très, très longtemps, il y a une dizaine d'années. Moi, je l'ai, cette obligation-là, en rapport du 1 parce qu'elle a été émise en 2010. Puis en 2010, les taux obligataires étaient de 1 Donc, ça existe, c'est comme un dinosaure. C'est une vieille obligation de l'époque, avec le taux en vigueur de l'époque. Moi, j'ai ça dans mes mains ici, là. Okay? Je l'ai dans mes poches. Puis dans 1 an, elle va arriver à échéance, puis Hydro-Québec va redonner le 60 Moi, j'aimerais ça la vendre, cette obligation-là. Est-ce que quelqu'un dans la classe est prêt à me l'acheter, cette obligation-là, pour 60 ?
Je vous rappelle que pour 60 tu peux avoir une obligation flambant neuve qui rapporte du 4 On a vu ça tantôt. Donc, je te le dis, est-ce que tu voudrais me l'acheter 60 Non, hein? C'est pas attrayant. 59? Non? 58? Non? 57? Ouais, OK, on va s'entendre pour 57. Fait que ça se pourrait effectivement que tu achètes mon obligation à escompte, que tu l'achètes moins cher que la valeur nominale. Toi, ton pari, c'est le suivant. C'est que tu sais très bien que tu vas faire un profit dans un an parce que tu l'achètes 57 puis tu sais très bien que tu vas recevoir 60 dans un an. Tu sais très bien que tu vas faire un profit de 3 mais en contrepartie, tu vas avoir un rendement pourri. Tu vas avoir 1 d'intérêt alors que le marché est à 4. C'est ça ton pari. Donc, quand on achète à escompte sur le marché secondaire, c'est parce que le taux de l'obligation il est bas, puis c'est la seule façon de s'en débarrasser. Puis il existe aussi le contraire. Ça, c'est une obligation des années 80. Mes parents m'ont conté que dans les années 80, les taux hypothécaires étaient à 18. Donc, dans ce temps-là, là, une obligation, ça devait rapporter du 22 à peu près, dans les années 80. J'ai ça, moi, dans mes poches. Une obligation, elle va arriver à échéance l'année prochaine, mais je l'ai encore pour un an. Une obligation, un vieux dinosaure là, des années 80 qui rapporte 22 à son détenteur. Moi, je serais prêt à te la vendre. Es-tu prêt à me l'acheter? 60 pièces, me l'achèterais-tu? Ben oui, méchant, méchant, méchant. Pour un an, tu vas faire du 22 au lieu du 4 normalement. Plus cher que ça. 41, 42, 62, 63. Donc là, je vais faire monter les prix. Peut-être qu'on va s'entendre pour 65 Donc peut-être que tu vas m'acheter cette obligation-là 65 Donc ça, c'est un achat à prime. Ton pari, toi, comme investisseur, tu sais très bien que tu vas perdre 5 dans cette opération-là. C'est annoncé. Tu achètes une obligation 65 Hydro-Québec va t'en donner 60 dans un an. Tu le sais que tu vas perdre 5 mais ton pari, tu fais un super rendement. Tu fais 22 d'intérêt pendant un an au lieu de 4. Toi, tu juges que peut-être que ça vaut le coup. Donc, ça existe, ces réalités-là d'achat à escompte et à prime sur les vieilles obligations, souvent, euh, qui sont transigées sur le marché secondaire. Donc, c'est ce qui est arrivé à mon ami, je pense qu'on l'a vu, le traitement. Donc, lui, il l'avait acheté à escompte, il le revend à la valeur nominale. Donc, oui, il fait un gain capital, mais on présume qu'il y a eu un taux d'intérêt so-so conséquemment à ça. Puis, la dernière particularité, transaction de devises étrangères, ça aussi, on l'a dans le livre. Quand on transige des actions dans une autre devise, il faut convertir cette transaction-là en devise canadienne, puis il faut utiliser le taux de conversion en vigueur pour chacune des 2 journées de transaction. Donc, si ici, les actions de Meta Platform, on les a achetées 10 000 US le 15 juin 2007, je dois aller chercher le taux de conversion de cette journée-là, puis convertir en dollars canadiens. Donc, en dollars canadiens, c'est l'équivalent d'un coût de 9 900. Je fais la même chose pour le prix de vente. Je les ai vendus cette année 12 200, plus précisément le 14 décembre. Je vais chercher mon taux de conversion de cette journée-là. Donc, j'ai encaissé finalement l'équivalent de 16 600 canadiens. Donc, ça, avec mes frais de courtage pour mes 2 opérations, on a quand même un bon profit ici de 3 352. Je vais aller vous le montrer dans le volume, ça, juste que vous ayez une petite transaction réalisée en devise étrangère 4,7. 4,7. Donc, ça explique ce que je viens de mettre en application pour Kirion. Je vais juste montrer quelques exemples. Regardez. Ici, on a quelqu'un qui fait un placement à la bourse. D'accord? Il achète un placement à la bourse de New York, 2000 pièces US. Un mois plus tard, il revend le placement. Un mois plus tard, 2000 pièces US.
Donc là, vous faites toutes les petites conversions que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, vous allez chercher le taux en vigueur le 10 avril, vous faites votre conversion, ça vous donne ça. Même chose, vous allez chercher le taux en vigueur le 10 mai, vous faites votre conversion, ça donne ça. 2000, ça moins ça. Ici, là, ça donne un gain capital de 40 ici. Mais ça, c'est le rapport d'impôt d'un de vos amis. Puis il ne comprend pas pourquoi il y a un gain capital, puis pourquoi il doit payer de l'impôt. Lui, dans sa tête, il a acheté un placement aux États-Unis, puis il l'a revendu à exactement le même prix qu'il avait acheté. Il s'attendait vraiment à avoir aucune conséquence fiscale dans son rapport d'impôt. Puis là, il apprend qu'il y a un plus 40, quoi, 50 là, mais quand même. Comment vous lui expliqueriez ça? Pas un piège. Essayez. Comment vous expliquez ça à quelqu'un? Qu'est-ce qui s'est passé pendant un mois? C'est la devise, hein, Donc, effectivement, la personne qui s'est enrichie de 40 elle ne s'est pas enrichie à cause de son placement. Elle s'est enrichie à cause de la devise. La variation de la devise canadienne par rapport à la devise américaine entre le 10 avril et le 10 mai l'a enrichi. Il a tout simplement, ici, il a acheté de la devise américaine, ni plus ni moins, puis il l'a revendu un mois plus tard, ni plus ni moins. Puis juste dans cette opération-là d'achat et de vente de devises, il y a eu un gain de 40 parce que la devise a été à son avantage. Regardez l'autre exemple. Il achète 2000 pièces US, un mois plus tard, il revend 2100 US. Votre ami. Donc là, vous faites les petites conversions, comme vous avez appris à l'école. Bon, 2000 pièces US, je le convertis ici. Le prix de vente, je le convertis ici. Puis là, vous faites le rapport d'impôt de la personne, puis ça donne ça. Une perte de 20 pièces. Donc, encore là, votre ami, les deux bras, ils tombent il ne comprend pas. Il achète un titre 2000 pièces, il achète un titre US, il leur vend 100 pièces US à profit. Puis vous dites dans son rapport d'impôt qu'il a perdu 20 pièces dans cette opération-là. Comment vous allez expliquer ça? Donc, dans le fond, cette perte de 20 $-là, il y a deux explications combinées qu'on doit lui dire. Donc, premièrement, effectivement, il s'est vraiment enrichi de 100 US dans cette opération-là, de par le fait que le titre a pris de la valeur. Mais c'est compensé par une énorme perte sur la devise. OK? Donc, la devise a été, en un mois, énormément à son désavantage. Puis ça a été plus grand que ça. Donc, la perte sur devise a surpassé le gain qu'il a fait en vendant son titre. Donc, au net, là, il a réellement perdu 20 dans cette opération. Donc, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est bien fait, ces calculs-là. Des fois, ça a l'air dur à expliquer, mais en bout de ligne, c'est la réalité. Qu'elle soit contente ou pas, ton ami, il a perdu 20 pièces. Qu'il comprenne ou pas ton explication, on s'en fout. Il a vraiment perdu. C'est bien triste pour lui, mais il a perdu 20 pièces dans cette opération-là. Puis, dans le rapport d'impôt, c'est ce qui va être reflété, une perte en capital de 20 bien sûr, fois 50. C'est bon? Donc, pour le problème d'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez des questions, mais ça fait pas mal le tour. Donc, je vous rappelle qu'on a fait le revenu ici au complet pour 526 000. Puis, sinon, là, on a vraiment traité toute la résidence principale, le terrain, les placements boursiers, l'immeuble commercial. Ouais, voilà. Excellent. Donc, s'il n'y a pas de questions,